Tanama est un mot taïno qui signifie papillon. Symboliquement, il nous renvoie à un monde naturel, à la Guadeloupe, sa forme, et également à des symboliques spirituelles. Dans d'autres cultures, l'âme, l'esprit, la transformation, le changement. Au cours des 56 minutes qui nous sont offertes, nous aborderons des problématiques à l'intersection du sociétal et du sanitaire, du culturel et du coutumier, du bien-être et du soin, du traditionnel et du médical. Nous porterons un regard sur la société guadeloupéenne, non seulement en affectant notre réflexion aux problématiques internes, mais par une approche globale et locale. Des rubriques récurrentes où nous déclinerons des thématiques diverses, mot pour mot, santé et sexualité, bien manger, médecine feuille et bien d'autres. Cette émission souhaiterait insuffler une énergie de transformation à travers les réflexions que nous porterons ensemble sur des problématiques de santé imbriquées aux fondements structurels de notre société et de nos cultures diverses. Nous espérons provoquer le changement, la transformation avec positivité en apportant informations, conseils, solutions, onguents, parce que l'éveil à nous-mêmes est le premier pas vers un mieux-être et un meilleur vivre ensemble. C'est une émission tout public proposée par Amalgame Humanis, une association caritative originellement et depuis plus de 30 ans en faveur de l'enfance défavorisée, des publics dits empêchés et de lutte contre les discriminations, notamment les violences contre les LGBT. Cette association donc porte deux lignes d'écoute, une ligne d'écoute, la ligne voix arc-en-ciel pour les personnes LGBT et la prévention suicide. Ce soir, nous allons parler de notre manière de nous alimenter en Guadeloupe avec Anaïs Petrus et Kad Jaffry. Bonsoir, mademoiselle, bonsoir, messieurs et dames. Donc, ce soir, nous parlons globavore versus locavore. Nous savons, depuis la Guadeloupe et jusqu'en Guadeloupe, de nombreux régimes alimentaires nous parviennent. Nous adoptons différentes manières de nous alimenter. Nous avons différents types de restauration, de nombreuses enseignes alimentaires, de la grande distribution au fast-food, en passant par les diverses cuisines et tables auxquelles nous pouvons avoir accès. Selon nos bourses, selon nos envies, dans le paysage commercial et industriel. En Guadeloupe, on peut consommer local, mais on peut aussi consommer italien, on peut consommer mexicain, argentin, japonais, chinois et bien d'autres genres de cuisine. Toutefois, si l'on considère que manger toute cette diversité en fait de cuisine est un signe de développement, que pouvons-nous dire en fait des modèles, en fait, de notre modèle d'alimentation en Guadeloupe, en sachant que nous avons par exemple énormément de personnes en situation d'obésité, en surpoids, beaucoup de diabète. Donc c'est une question à l'intersection du social et du médical, du culturel, mais également peut-être du politique, même si on ne parle pas de politique ce soir. Alors, nous allons commencer par parler du commerce extérieur de la Guadeloupe. Nous allons vous montrer quelques chiffres où nous allons pouvoir constater que la balance en fait commerciale de la Guadeloupe est extrêmement déficitaire, avec une importation, un taux d'importation extrêmement important. Donc le commerce extérieur en Guadeloupe, en 2018, on voit que nous avons 2,7 milliards d'euros de la balance commerciale déficitaire. Les importations sont en hausse de 5,9% et les exportations baissent à 0,9%. Si l'on regarde le type d'importation, nous voyons donc en 2013 à 2018 qu'il y a une augmentation, même s'il y a une certaine fluctuation, et nous pouvons dire que la plupart on va dire que la majeure partie des importations concernent les produits industriels. Donc, comment nous allons définir le sujet ce soir? Globavore, locavore, que signifient ces termes? Nous allons donc les définir. Le terme locavore, donc sur une échelle en fait, du locavore au globavore. Le locavore est bien sûr celui qui mange local, qui fait pousser d'ailleurs même ce qu'il consomme chez lui. Il consomme des produits locaux de saison. Les avantages sont que ce sont des produits frais, également qu'il y a moins de produits chimiques, moins de conservateurs. Et le globavore, à l'extrême en fait,
on l'appelle aussi distavore, à l'extrême de cette échelle, nous avons le globavore qui consomme des produits sans se soucier de leur provenance et des saisons. Les avantages sont qu'il y a un nombre important de magasins à disposition, des produits toute l'année, un large choix. Les désavantages sont certainement que les produits cueillis ne sont pas encore mûrs, les produits ne sont pas frais, ils consomment beaucoup d'énergie en matière de transport et pas de transparence sur les méthodes de production, pas de relation entre consommateurs et producteurs. Nous avons 2 invités ce soir qui sont donc restauratrices. Nous avons donc Anaïs Petrus avec nous et Kat Jeffrey de La Banane. 2 jeunes femmes restauratrices guadeloupéennes que nous avons invitées pour pouvoir discuter de ce grand sujet, tout en discutant de la cuisine que vous nous proposez en Guadeloupe. Donc, est-ce que vous voulez nous présenter d'abord votre parcours et votre entreprise? Oui, alors je vais laisser le mot à Anaïs pour la présentation. Alors, Kat et moi, nous sommes des amis de longue date déjà. On a fait ensemble un BTS en commerce international. Après, on a un peu séparé nos chemins et on a décidé toutes les deux d'investir en Guadeloupe et de s'investir et de créer quelque chose. Et donc ça s'est tourné vers la restauration justement. Aujourd'hui on a La Banane qui fait du 100% végétal avec des produits locaux. Et l'idée derrière tout ça c'était vraiment de mettre en avant les produits locaux, nos produits du terroir, nos fruits, nos légumes, nos racines, tout ce qu'on a l'habitude de manger depuis qu'on est petit, mais de leur donner un petit peps en plus. Voilà. D'accord. Oui, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, je vais rajouter aussi que la problématique a été soulevée déjà depuis nos études. Durant nos études où, comme beaucoup d'étudiants guadeloupéens et même martiniquais, quand on est à l'étranger, on a envie de retrouver les saveurs qu'on avait chez nous, on a envie du bon plat de mamie ou de maman. Et c'est à ce moment qu'on se rend compte de la valeur des produits de notre territoire. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en avant à travers notre cuisine. Et puis tout simplement, c'est aussi ce qui a marqué le coup de notre retour au pays, on va dire. D'accord. Alors ce que je propose, c'est qu'on regarde une présentation de La Banane. On va donc regarder une petite vidéo que vous nous avez envoyée, où nous allons découvrir La Banane en images. Alors, c'est sûr que ça nous met la banane. Alors, est-ce qu'on peut discuter déjà? J'ai envie d'avoir vos réactions sur les chiffres qui ont été présentés sur le commerce extérieur de la Guadeloupe. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour nous, c'est
pas du tout étonnant, donc, parce que justement comme Anaïs expliquait tout à l'heure, on est issu d'une filière commerciale spécialisée dans le commerce international et ensuite dans l'entrepreneuriat. Donc on s'est vraiment intéressé à ces chiffres déjà depuis notre parcours étudiant. Donc il n'y a pas de changement, ça c'est à préciser. Au contraire, les chiffres ont augmenté. Dernièrement, on s'est encore intéressé aux chiffres de la douane concernant les importations. C'est aberrant, d'autant plus qu'on voit que la plupart des produits qui seront importés sont aussi présents sur le territoire. Donc en fruits et légumes, par exemple. Est-ce que tu sais à peu près l'origine des fruits et légumes qui sont importés? Alors justement, la surprise était que je pensais que ça venait majoritairement de la Caraïbe, mais pas du tout et pas que. Il y a une partie qui serait Barbade par exemple pour tout ce qui est jus de fruits. Donc les jus de fruits sont faits à base de purée de fruits. La purée de fruits est importée, souvent Barbade, on va voir Trinidad. Très peu pour Dominique, mais dans les chiffres, les forts chiffres, ce sera Espagne, Italie. Donc ça, c'est l'Europe en grande majorité. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai vu effectivement, on voit dans les chiffres que les importations principales de la Guadeloupe sont avec la France métropolitaine. Mais quel constat est-ce qu'on peut faire de ça ? Qu'est-ce qu'on en pense en fait finalement? Est-ce que finalement, si on prend avant vos études par exemple, est-ce que vous considériez que vous étiez locavore ou globavore? Avant les études, clairement, je n'avais pas du tout conscience de ça. Et même pendant les études, hein, c'est un peu un parcours personnel. C'est vrai qu'on se dit, quand on regarde les chiffres, ouais, il y a une forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur et même si on a les chiffres, on s'en rend pas vraiment compte. C'est vraiment au fur et à mesure de notre consommation, quand on commence à réfléchir à ce qu'on mange, ce qu'on ingère, là on se dit effectivement, non seulement ça vient pas de chez moi, alors que chez moi il y a tout ce qu'il faut, mais en plus, je ne sais pas d'où vraiment ça vient, comment ça a été produit. Enfin, ça, c'est des questions auxquelles nous, on se pose énormément, non seulement en tant que restaurateur, mais en tant que personne. Et je pense que de plus en plus, notre entourage ou bien les gens, de manière générale, commencent à se poser ce type de questions aussi. Et donc, la provenance de nos produits, de ce qu'on mange, c'est une question qui est de plus en plus importante, effectivement. D'accord. Alors, quel constat vous feriez aussi sur la santé en Guadeloupe? Parce que je pense que quand on fait de la restauration, c'est mon avis, on est quand même intéressé par ce qu'on met dans l'assiette, qu'on va offrir en fait aux consommateurs. Et donc finalement, est-ce que la question de la santé se pose pour vous quand vous proposez des menus? Est-ce que c'est une question centrale ou secondaire? Ah non, bien sûr, c'est une question centrale, c'est une question primordiale que déjà pour nous, tout un chacun devrait se poser. Voilà. On parle de le corps est un vaisseau, il faut en prendre soin. C'est vrai que c'était des questions qui n'existaient pas forcément avant, hormis dans les magazines de santé. Maintenant, il y a beaucoup d'associations spécialisées en Guadeloupe, il y a beaucoup de salons. On a été invité sur plusieurs salons qui parlaient vraiment de bien manger, santé, manger bien au pays. Donc c'est vraiment, comme disait Anaïs, une question que se posent la plupart des personnes. Et pour nous, forcément, surtout qu'on on cible le végétal. Donc du coup, la question du est-ce qu'il y a assez de protéines, ce sont des sujets et des questions qui reviennent tout le temps. Donc il faut absolument, en tout cas dans notre cuisine, qu'on trouve des produits variés, qu'on fasse attention aux nutriments, à la cuisson. Oui, ce sont des questions très importantes pour nous. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu du coup de votre cuisine? Le constat qu'on peut faire, je pense actuellement, c'est que les nouvelles enseignes de restauration en Guadeloupe, beaucoup de nouvelles enseignes en tout cas, se situent à mi-chemin entre le globavorisme et le locavorisme, puisqu'on constate qu'il y a des restaurateurs qui proposent des menus gastronomiques ou bistronomiques. On pourra définir ce que ça veut dire pour ceux qui ne connaissent pas les termes, tout en utilisant des ingrédients locaux.
Donc peut-être qu'on peut voir quelques photos de quelques enseignes qui sont arrivées au début des années 2000. Archibon, le 73, etc. Akamoun. Donc, ils nous proposent une alimentation, des menus, soit sous des formes traditionnelles comme le bokit, comme la goulou par exemple, ou une cuisine gastronomique qui va venir élever en fait des produits locaux. Donc, comment vous définiriez vous votre cuisine? Alors, dans ce paysage en fait, un paysage qui est quand même... Oui. Je dirais que, alors déjà oui, on met en avant donc les produits locaux, on les revisite parce qu'il faut savoir que, pareil, de par nos études, on a voyagé, on s'est intéressé à d'autres cuisines qui nous plaisent énormément. On aime le fast-food comme beaucoup de jeunes Guadeloupéens et on a essayé justement de réunir tout ça avec le savoir-faire guadeloupéen, les produits issus du territoire, avec l'enseigne fast-food, snacking, mais aussi revisite des plats traditionnels. D'accord. Est-ce qu'on peut expliquer tous ces termes? Donc déjà, on parle de snacking, oui. On parle de bistronomie, de gastronomie. Est-ce qu'on peut les définir? Et d'ailleurs, j'ai envie de savoir pourquoi la restauration d'ailleurs, parce que vous avez fait e-commerce, vous avez pu faire toute autre chose. Pourquoi la restauration? Pourquoi rentrer au pays? Pourquoi le végétal d'ailleurs? Donc est-ce qu'on peut avoir toutes les deux un peu des retours sur ces questions? Alors, pourquoi la restauration? C'est une bonne question. Manger. Oui, alors ça part vraiment de l'amour de la nourriture, clairement. Il y a aussi une volonté de faire passer un message quelque part sur le bien vivre, sur le lifestyle de manière générale. On avait aussi l'occasion, CAD a fait des stages en cuisine, etc. avant de se lancer dans l'aventure. On a eu le temps de voir un peu à quoi correspondait un peu le paysage de la restauration, même si en réalité c'est pas du tout pareil que dans l'idée. Mais donc du coup, la restauration pour nous, ça a été la première accroche, parce que on est quand même sur une lancée où pour l'instant, on parle de restauration. Après, on aimerait faire des événements, faire tout autre produit. Et vraiment, la restauration, c'était la première accroche parce que ça part à tout le monde, en fait. Tout le monde mange. Tout le monde, un dimanche, a faim et se dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger. Et de plus en plus de personnes se demandent où est-ce que je pourrais... trouver à manger qui correspondent à mon style de vie. Et donc c'est ce qu'on voulait apporter. C'est vraiment proposer une alternative, proposer une solution à toutes ces questions-là. Et donc pour la partie vegan, du coup je vais laisser Kad en parler parce que c'est elle la chef. Oui, donc c'est exactement ça. Et donc du coup, on s'est dit, il faut populariser aussi cette cuisine bien manger. Le bien manger, souvent, on a tendance à se dire, ça va être fade, c'est encore les mêmes produits. Surtout quand on se dit, on va manger local. Alors les personnes imaginent la patate douce bouillie à l'eau, c'est tout le temps la même chose. Voilà, ça plaît pas. Donc il fallait mettre cette cuisine en avant, surtout que c'est une cuisine qu'on mange, qu'on affectionne. Me concernant, donc je suis déjà issue d'une famille végétalienne. Donc depuis mon enfance, je mange avec uniquement des végétaux. Ensuite, j'ai eu l'avantage d'avoir une grand-mère qui aime mettre en avant la médecine à base de plantes. Donc je me suis beaucoup intéressée on va dire aux origines et aux valeurs qu'on nous plante. Ensuite, en fonction de mes stages, je me suis beaucoup on va dire professionnalisée dans le milieu mexicain et asiatique. Ils ont une façon d'aborder la cuisine très intéressante et qui se rapproche de la nôtre en mettant en avant des produits colorés. Donc quand on a une assiette colorée, c'est qu'on a des légumes, on a des fruits, on a beaucoup de végétaux. Et ça se perdait au fur et à mesure dans notre cuisine traditionnelle, puisque elle aussi a été influencée de par le métissage et la colonisation.
Donc du coup, on veut retourner à cette cuisine et en faire découvrir davantage. C'est pour ça qu'on a ciblé le végétal et qu'on a décidé, malgré justement, on va dire, les tendances populaires avec le poulet frit qui est déjà bien présent sur le territoire, on a décidé de proposer autre chose et de faire découvrir justement en faisant le tour de la Guadeloupe cette cuisine. Alors, est-ce que tu dis quelque chose d'assez intéressant quand même sur tous les... Je veux dire, déjà, tu as parlé de médecine à base de plantes et tu as parlé également de des différentes origines. Donc, est-ce qu'on peut en parler d'ailleurs? Parce que la cuisine guadeloupéenne est quand même une cuisine déjà très métissée. Exactement. Si on connaît l'histoire de la Guadeloupe, de la Caraïbe, on sait qu'on a donc des influences africaines, européennes, asiatiques, également certainement amérindiennes, puisque je sais pas, il y a beaucoup de légumes, de fruits qui portent même des noms amérindiens. Et donc, cette cuisine, elle est déjà extrêmement diverse, avec des saveurs différentes. Quand on va à La Réunion, on est peut-être plus un côté plus asiatique, on a des choses très différentes, mais comment dans ton identité va se traduire dans ta cuisine? Alors déjà de par ma mère, je suis origine algérienne. Donc tout ce qui est cuisine maghrébine m'a toujours plu et c'était à la maison, donc c'était plus facile à faire et à aborder. Ensuite, comme on disait tout à l'heure, donc oui, la cuisine antillaise est métissée. Donc on va avoir des aliments qui vont provenir de l'Inde, par exemple. Mais ça remonte, donc du coup, on se dit que ce sont aussi des produits de chez nous. Et c'est le cas à l'heure actuelle. Quand on pense moringa, la plante moringa, ça vient de l'Inde. On a aussi des plantes endémiques, comme le courbaril, qui est utilisé encore au centre, qu'on retrouve un peu moins sur notre territoire. Mais tout ça, oui, ça fait partie de notre cuisine. Qu'importe la provenance, parce que bon, le peuple guadeloupéen est un peuple métis. Et donc oui, on va la retrouver naturellement dans notre cuisine de par nos recherches, quand on va voir les agriculteurs, les fournisseurs, etc. Mais aussi dans le style, quand on a envie de faire un teriyaki de Christophine, on va s'inspirer évidemment de la cuisine japonaise, mais avec des aliments qui existent pour la majorité, en tout cas de la recette classique du teriyaki japonais. D'accord. Anaïs, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Après, on va faire une petite page de publicité. Est-ce que tu peux nous dire, toi, est-ce que tes influences ou on va dire des inclinations gustatives? Alors, si vous allez sur ma page Instagram et que vous regardez mon feed d'actualité, je n'ai que des trucs de food porn. Ça, je suis quelqu'un qui aime manger visuellement avant même de manger clairement. Et donc effectivement, on est beaucoup inspiré par ça parce qu'on voit sur le net, sur des nouvelles techniques pour cuisiner, je sais pas, le gyroman. Enfin, nous on regarde par exemple le pumpkin aux États-Unis, mais on se dit mais en fait on a la même chose et on peut faire aussi des choses similaires ici. Et donc on aime donner en appétit. Et c'est ce qui va un peu driver notre cuisine. C'est waouh, ça a l'air trop bon. C'est trop bon parce qu'on a nos saveurs et nos arômes, ce qu'on a ici localement et même de là-bas. Et puis ça me nourrit et ça me fait du bien. Voilà. Donc c'est comme ça notre logique de création culinaire. D'accord. Donc tout à l'heure on va pouvoir parler un peu plus longuement on va dire de la cuisine, des recettes, par exemple, vos influences, mais je veux dire de point de vue pratique. Et on pourra également venir dans le non-non presque, de comment se passe la restauration justement en Guadeloupe, quand on veut cuisiner local. C'est-à-dire, est-ce qu'on passe, qui sont les fournisseurs, enfin voilà, un peu tout ça, je pense que c'est important, puisque travailler avec le local, c'est travailler pour la santé, a priori. Nous sommes de retour avec Anaïs Pétrus et Kat Jaffry pour parler de la banane, pour parler de notre manière de manger en Guadeloupe, pour parler du commerce extérieur, pour parler de la restauration. Donc concrètement, comment on fait de la restauration végane, locale en Guadeloupe?
Qui sont par exemple les fournisseurs, comment ça se passe en termes d'approvisionnement, comment ça se passe en termes de vente, déjà quelle forme vous avez adoptée aussi peut-être pour votre type de restauration. Est-ce qu'on peut parler de tout ça? Oui, bien sûr. Donc du coup, aujourd'hui on a un food truck, donc un camion, une roulotte, dans lequel on vend du snacking. Donc on fait des plats un peu connus comme le burger, voilà, ou des veggie balls, des choses un peu plus light. On travaille donc dans du 100% végétal, donc on travaille beaucoup avec des fruits et légumes. Et donc les fruits et légumes, ils peuvent venir de mon jardin, par exemple, du jardin du voisin, du jardin de la tati, le tonton qui nous donne une pâte de banane, un giroumon, etc. Mais on travaille aussi avec des producteurs locaux. On a des fournisseurs on travaille avec des fournisseurs qui travaillent avec des agriculteurs, des producteurs locaux. Au maximum. Donc après il y a des choses, des produits comme par exemple nos steaks de soja où on va aller voir directement notre fournisseur qui est aussi local et qui fait son steak ici, même si le soja ne pousse pas en Guadeloupe. Voilà. Voilà. De manière générale, on essaie de privilégier ces produits-là. Après, quand on n'a pas le choix, il y a des choses qui viennent pas d'ici, et on travaille avec des grossistes ou autres fournisseurs de ce type. Par exemple, les graines, les noix, ce type de choses qu'on ne va pas retrouver sur notre territoire parce qu'il n'y a pas encore de fournisseurs. Par contre, il y a toujours des alternatives à certains produits qui ne poussent pas normalement sur le territoire. Il va y avoir des agriculteurs, donc on dit petits agriculteurs parce qu'ils ne fournissent pas en grande quantité. Donc ils vont se spécialiser dans des produits, on va dire, fins. Et on a aussi donc des personnes qui ne sont pas du tout spécialisées dans l'agrotransformation ni dans l'agriculture, mais qui vont faire pousser chez eux des produits rares et qu'on va, on va dire, comme par exemple, est-ce qu'on peut donner des comme par exemple la fleur de papillon qui est maintenant très à la mode en Guadeloupe, qu'on appelle aussi clitoria. C'est une fleur bleue, donc qui a des propriétés et des vertus très intéressantes. Il y en a de plus. Des fois, on a des clientes qui nous disent ah mais j'ai vu ça dans mon jardin, je savais pas ce que c'était. Et en fait, c'est une plante qui pousse aussi en Guadeloupe, qui n'est pas originaire, elle n'est pas endémique du territoire guadeloupéen, mais on la retrouve depuis une vingtaine d'années en Guadeloupe. Est-ce qu'on peut avoir d'autres exemples de fruits et de légumes qui n'étaient pas endémiques? Parce que j'allais dire que presque rien n'est endémique. Quand on connaît l'histoire, en fait, on sait que tous les fruits et les légumes sont arrivés avec les bateaux négriers, n'est-ce pas? Donc l'ananas, la canne à sucre, le coco. Par exemple, je parlais du courbaril tout à l'heure. Le courbaril, on en trouve plus trop en Guadeloupe. Il y en a beaucoup encore à Terre de Haut et Terre de Bas. Donc ça se présente dans une cosse. Quand on la coupe en deux, quand on la casse, on va avoir une espèce de petit filament marron. C'est de la protéine. Okay. Donc elle est très très riche en protéines. Ça veut dire qu'un sportif le matin, il met ça dans son shaker, c'est bon. C'est bon, il a sa dose de protéines pour la journée. Mais elle n'est pas retrouvée sur les marchés. Elle n'est pas retrouvée sur les marchés, elle n'est pas retrouvée en centre commercial ici. Est-ce que c'est parce qu'elle est rare ici? Parce que depuis des années maintenant, on n'utilise plus cette plante, on n'utilise plus cet arbre. D'ailleurs, on en a rasé pas mal en Guadeloupe. Beaucoup de personnes enceintes ne savent pas comment l'utiliser. Donc c'est un produit, on va dire, qui est difficile en termes de transmission. Et c'est plutôt ça le souci pour moi, c'est la transmission. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses sur notre territoire, mais comme on ne le retrouve pas, c'est pas des produits qui sont vendus en centres commerciaux, donc peu de personnes vont la produire. Alors c'est intéressant, c'est un point intéressant, même si on ne veut pas faire de politique ici, n'est-ce pas? C'est quand même intéressant quand on parle de restauration, de manger local, puisque pendant
depuis quelques années maintenant. On dit manger local, c'est un positionnement identitaire, politique, mais c'est aussi un positionnement a priori qui doit être sanitaire, puisque on sait que quand on mange des produits importés, on mange beaucoup plus de produits avec des conservateurs, etc., ne serait-ce que pour qu'ils fassent le voyage en bateau jusqu'à chez nous. Donc, c'est important de parler, en fait, de bien manger. C'est aussi se questionner quelque part sur ce qu'on mange. D'accord ? Et effectivement, ce qu'on constate, c'est que il y a quand même une uniformisation de l'alimentation à travers les grandes enseignes, par exemple, la grande distribution. On va manger les tomates, enfin, il y a des choses qu'on mange de manière très régulière. Tomates, laitues, enfin, tous ces légumes, j'allais dire, très communs. Et donc, on oublie aussi, puisqu'on ne transmet plus, parce qu'on ne les trouve pas dans la grande distribution, parce qu'en fait, on a perdu le lien, en fait, avec certaines formes d'alimentation. Et donc, chez nous, autre fait important, on a parlé de la construction et du fait qu'on rase. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand je suis rentrée au pays. C'est acheter une goyave, ça n'avait juste pas de sens. Mais aujourd'hui, on achète des goyaves. Donc voilà, et on ne trouve plus d'ICAC, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est une vraie question, j'allais dire. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de défendre à travers votre cuisine, c'est-à-dire le retour aussi peut-être à une alimentation qui est plus endogène, en fait, de notre histoire, de nos traditions, de nos familles, peut-être? Absolument, absolument. Il y a des choses... Enfin, déjà, on essaye beaucoup de travailler avec des produits de saison. Donc, par exemple, en ce moment, les pommes Malacca, les abricots pays, des choses qu'on retrouve pas forcément en centre commercial, mais qu'on peut retrouver dans le jardin d'un tel ou d'un tel, et qui arrivent en abondance aussi, parce que c'est des choses qui se gaspillent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les bords de route les pommes Malacca par terre, etc. Nous, on a envie de les mettre un peu sur un piédestal et de se dire, ce sont des choses de saison, sont des choses d'ici, sont des choses qui ont besoin d'être remis au goût du jour. Et dans ce cas-là, dernièrement, on a fait un sirop de pommes Malacca dans notre crème de manioc et les gens, ils ont adoré. Et en fait, les gens, ils sont à la recherche de ça. Ils sont à la recherche qu'on leur dise, aujourd'hui, tu peux manger, pas seulement en le faisant bouillir dans de l'eau, comme on dit, mais tu peux aussi l'utiliser différemment. Et c'est un produit qui est intéressant. Il faut rendre intéressant ces produits-là. C'est presque... J'allais dire assez, je vais pas dire affligeant, mais je veux dire, on doit redire, mais c'est intéressant. Mais bon, en tout cas, c'est une démarche très positive, parce que finalement, effectivement, on voit, et ça me rappelle le docteur Joseph, pour le coup, qui disait qu'on est aliéné, en fait, de plus en plus à notre propre territoire, à notre terroir. Les enfants ne mangent plus de fruits. Dans ma jeunesse, on mangeait au goûter ce qu'on trouvait dans les arbres. Donc, c'est vraiment quelque chose, effectivement, qui vient du militantisme, en fait, finalement. Et il y a un truc que tu as dit aussi qui est intéressant, c'est par rapport à ce qu'on retrouve dans les grandes surfaces, donc les produits de base, la tomate, etc. Et pour aller même plus loin, la tomate qu'on retrouve, c'est pas forcément il y a 50 000 variétés de tomates, mais comme on a cette perception de la tomate parfaite, on se retrouve dans des magasins avec des tomates qui ont été modifiées, qui pourraient avoir des conservateurs, etc. Et en fait, on oublie qu'en fait, la nature nous offre beaucoup plus que ce qu'on nous propose dans un centre commercial. Et donc, effectivement, il y a plusieurs variétés de tomates. Il y en a qui sont plus charnues, il y en a plus sèches, il y en a des plus moches, comme on dit. Ouais. Mais pour autant, les apports sont là et même meilleurs, puisque du coup, il n'y a pas de modification sur ces produits-là. Oui. Ouais. Et ça a été, pour revenir justement sur est-ce qu'on en discute dans le milieu de la restauration? Oui, c'est un sujet qui est très sensible, encore plus aujourd'hui, parce qu'on s'est réunis en septembre dernier avec des restaurateurs spécialisés dans le végétal, et on discutait du local. Beaucoup se demandaient, oui, mais comment on fait pour faire 100% local alors que tous les agriculteurs fournissent pas les produits, comment on les retrouve, et puis il faut justifier nos prix parce que le local coûte plus cher. Mais comment le local coûte plus cher que ce qui a été importé?
il faut justifier les prix, donc du coup les clients, il faut leur dire ça vient d'ici donc c'est plus cher, et ce sont des questions très sensibles. On ne va pas aborder la politique, mais c'est important de savoir qu'aujourd'hui un agriculteur préfère favoriser la canne ou la banane parce qu'il y a des subventions. Ouais. Donc il y a beaucoup de légumes et de fruits qui vont passer à la trappe parce qu'ils ne sont pas sûrs de trouver des clients, donc ils ne sont pas sûrs de faire leurs chiffres, ils ne sont pas sûrs de vivre. Et est-ce qu'on peut finalement... le politique traverse de toute façon toutes les questions sociales, culturelles. Est-ce qu'on peut finalement se dire que quand on fait de la restauration locale, végétale, on doit finalement militer pour une culture vivrière? Est-ce que finalement c'est pas la réponse en fait parallèlement à toutes les grandes enseignes, parce que je suppose que même les graines de sésame ou ce genre de choses qu'on peut trouver dans beaucoup de menus végétariens ou végétaliens ne sont pas d'ici. Mais est-ce qu'on peut peut-être, en allant chez un oncle, une tante, ou se dire qu'on peut, quand on a les moyens, l'espace, cultiver peut-être soi-même aussi? Mais oui, bien sûr. Et justement, on a vu la question se poser avec le bio, donc par rapport au chlordécone, par exemple, où il y a beaucoup de personnes qui se sont proposées de cultiver dans leur jardin et qui maintenant vendent au marché bio à convenance. Il y a quelques années, le marché bio à convenance n'existait pas. Et forcément, la question avait moins d'intérêt, en tout cas avant. Mais ça montre que vraiment, il y a un intérêt et il y a une volonté de changer. Donc tous les producteurs ne vont pas se mettre à produire justement toutes les plantes endémiques, etc. Mais ils vont au fur et à mesure se poser la question de j'ai un petit peu de terrain là, qu'est-ce que je peux mettre de local et vendre en plus de mes bananes, de la canne. Et quand on est un restaurateur, de manière générale pour moi, quand on est un restaurateur guadeloupéen, on se pose la question du local, on favorise les produits locaux en grande majorité, et c'est ce cheminement qui va pousser d'autres personnes à produire davantage. Alors, une autre question importante, parce qu'il y a quand même des tendances qui traversent l'alimentation aujourd'hui. On a le vegan, on a les flexivores, on a les locavores, les globavores, enfin il y a tout un tas une terminologie sans fin. Mais il y a aussi le sans gluten. Moi, je suis une grande sans gluten, étant très allergique, donc une question importante. Oui. En tant que restauratrice, est-ce que vous faites attention au gluten? Bien sûr. Ouais. Tous les allergènes d'ailleurs. Vous imaginez le nombre important de personnes qui ne peuvent pas manger au restaurant juste parce qu'ils ont des allergies, et le restaurateur pas flexible du tout, qui ne change pas son menu, et donc oui c'est un gros souci. Moi la première par rapport au lactose déjà depuis 32 ans, donc c'était super difficile de trouver une crème de manioc, un flan au giromont sans lait. Donc oui, la question du gluten se pose. On essaie de privilégier les farines locales. Certaines personnes fabriquent la farine ici, mais il faut savoir aussi que beaucoup de farines à base d'ingrédients qu'on retrouve donc ici locaux, quand on pense farine de fruits à pain, la farine n'est pas forcément fabriquée avec des fruits à pain de Guadeloupe. C'est très important de savoir, quand on va récupérer ces farines dites sans gluten, elles ne sont pas forcément issues de produits de l'agriculture locale. Exactement. Et dans tous les cas, aujourd'hui, c'est une question qu'on se pose, puisque dans nos menus aujourd'hui, on a toujours une option sans gluten. On a énormément de clients, comme ils savent qu'on est sur une alimentation végane, qui viennent pour rechercher justement des choses sans gluten, sans lactose, sans œufs, etc. Et donc du coup, on a toujours un plat avec gluten et toujours sans. Voilà. Je pense que c'est important effectivement que la cuisine, la restauration en tout cas, soit abordable pour tout le monde, accessible à toutes et à tous. Une autre question, est-ce qu'on peut revenir à votre cuisine? Donc, quand vous créez des plats, vous vous inspirez de quelle forme, quelle cuisine? Alors, on a parlé du teriyaki tout à l'heure, de Christophine. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre à la banane?
Ouais, alors ce qu'on fait beaucoup en ce moment, ce sont les veggie balls. Donc c'est un bol qui est coloré. Dedans, on essaie de vraiment reproduire le panel nutritionnel dont on a besoin. Donc du coup, on va mettre du cru, du cuit. On va mettre des crudités, des fruits, des graines, etc. Donc ça, c'est un de nos plats phares, le veggie ball. Et le deuxième plat phare, c'est le burger. Le burger, le fameux burger américain qui aujourd'hui est local, puisqu'on le retrouve partout. D'ailleurs, on a vu plusieurs restaurateurs guadeloupéens eux-mêmes proposent leur propre burger. On a quand même un burger local, hein, la Goulou. Et on a le Bokit, qui est quand même notre fast-food préféré en Guadeloupe. Est-ce que le Bokit existe chez La Banane? Est-ce qu'il pourrait exister? Le Bokit pourrait exister totalement, mais il n'existe pas parce que tout simplement, je pense qu'il y a suffisamment de roulottes qui le proposent aujourd'hui. Donc nous, on répond à une question d'alternative. Donc on ne va pas retrouver le Bokit parce que simplement, on a choisi et sélectionné des produits de type fast-food. On se restreint à ça et on préfère innover. Donc, on va retrouver le crousti patate, par exemple. Donc, c'est une patate douce qui est marinée dans de magnifiques épices de chez nous. Puis, frit, donc il sera pané. Et on va le décliner avec à chaque fois des légumes de saison. Donc ça va être l'igname, ça va être le fruit à pain. Et donc du coup, on va toujours pouvoir retrouver ce crousti, mais avec des saveurs différentes. On va aussi récupérer des plats qui sont connus chez nous, le colombo, riz à haricots rouges, etc., qu'on va revisiter en termes végétal. Donc ça, c'était ma question suivante, parce que j'allais dire, finalement, puisqu'on n'a pas de transmission, qu'est-ce que vous avez hérité, en fait, finalement, de nos ancêtres, vos grands-parents, par exemple, vos parents, dans la cuisine? Parce que finalement, le riz haricots rouges, c'est quand même... j'allais dire un indémodable qui traverse toute la Caraïbe, l'Amérique, et qui donc est, j'allais dire, fondamental dans notre cuisine. On le retrouve en Haïti, on le retrouve à Cuba, on le retrouve partout dans la Caraïbe, dans les Amériques. Et j'allais dire, peut-être, est-ce qu'on peut parler du gombo? Ah oui, le gombo qui est quand même un héritage de l'Afrique, qui est venu avec l'esclave et qui est partout aussi, de la Louisiane à la Guadeloupe. Donc, est-ce qu'on le retrouve dans votre cuisine? Ah, c'est sûr et certain. Hier, on en avait dans le veggie bowl, donc on l'a fait rôti. Pareil, donc comme je disais, on aime toujours revisiter les recettes, donc on l'a fait au four. Parce que le gombo est un légume, on va dire, critique pour certaines personnes par son gluant. Voilà. Donc on essaie justement de faire goûter à un maximum de personnes, surtout les enfants qui sont très 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 difficiles, les enfants actuels qui ont un palais, on va dire, sensibilisé plutôt au fast-food, au sucré, au très gras, qui perdent au fur et à mesure le goût et les saveurs des légumes. Et ça, c'est vrai, on le retrouve tous les jours justement devant notre food truck, à dire aux enfants, mais goûte ça, le gombo, il n'est pas comme goûte la crème de manioc, c'est pas comme tu la connais, etc., etc. Et donc oui, le gombo, oui. Oui, on a peut-être du mal aujourd'hui. Nous, ce sont des choses qu'on a mangées depuis notre enfance, qui étaient, j'allais dire, limite, c'était le plat qu'on attendait, de manger les dombrés ou des choses comme ça. Aujourd'hui, avec le fast-food, et c'est justement aussi tout l'enjeu en fait de cette conversation, c'est que avec le fast-food, eh bien, il y a une déculturation en fait de la jeunesse par rapport à leur propre cuisine, qui est quand même naturelle, qui est sans gluten pour la majorité des plats, et qui en plus est faite à base de produits locaux. Donc, est-ce que vous pourriez mettre des actions en place, par exemple, envers la jeunesse pour éduquer le palais ou rééduquer? On propose des ateliers. On aime beaucoup travailler avec les associations. On avait proposé l'année dernière justement de travailler avec des écoles. Donc c'est des choses qui vont revenir, et tout au long de l'année on essaie de mettre justement en place, comme disait Anaïs, des événements pour justement partager et puis transmettre le savoir-faire
de mamie, parce que je tiens à préciser que c'est ma grand-mère et ma tante qui m'ont appris à cuisiner. Donc je suis, on va dire, issue d'une cuisine très traditionnelle. Et c'est ce qu'on a envie de mettre en place en ce moment. Donc c'est une mamie qui est algérienne ou qui est... Mamie qui est guadeloupéenne. Non, parce que j'imagine après que les influences algériennes, il y a encore plein d'autres choses intéressantes. D'ailleurs, on a un de nos plats signature qu'on ne fait plus aussi souvent qu'avant. D'ailleurs, oui, à la roulotte. C'est l'aital de mamie, justement, qu'on appelait l'aital de mamie. Super. Et c'est un migan avec des racines, des légumes. C'est super complet, c'est super savoureux. Et c'est une recette traditionnelle dont elle nous a confié le secret. C'est super. C'est vraiment et qu'on peut retrouver de temps en temps à la roulotte, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut aborder maintenant la question du sucre? Le sucre est quand même, j'allais dire, l'aliment, si on peut dire entre guillemets, qui est le plus largement consommé partout dans le monde. D'ailleurs, il y a beaucoup de produits chez nous qui ont un pourcentage de sucre beaucoup plus important que dans d'autres pays. Alors, est-ce que le sucre, d'ailleurs, est-ce que le sucre, on va dire, il a un traitement particulier, ou le sucré, j'ai envie de dire, dans votre cuisine? Alors aujourd'hui, on fabrique, on fait des desserts. Donc on fait des desserts majoritairement à base de fruits. On a nos 2 desserts phares, clairement, c'est le banane à bread, donc le gâteau à la banane, et la crème de manioc. On essaye de rajouter la touche sucrée beaucoup dans le fruit. Donc le gâteau à la banane, on sait que si la banane elle est bien mûre, elle va ressortir du sucré naturellement sans avoir à rajouter encore plus de sucre. Donc de manière générale, on essaye vraiment de réduire les portions de sucre dans nos aliments. La crème de manioc aussi, de base on va pas la faire super sucrée, mais on va peut-être rajouter un sirop de pomme malaka comme la dernière fois, ou un sirop de gingembre pour rajouter un tonus sucré, et pour pouvoir proposer l'alternative à ceux qui ne veulent pas manger sucré, parce qu'il y en a qui arrivent, de plus en plus on sait maintenant que le sucre c'est une drogue, c'est quelque chose qui pas bon, qui bouche les artères, on a beaucoup de diabète, on a beaucoup de problèmes liés au sucre, et donc du coup on a cette alternative aujourd'hui qu'on propose. Donc on propose avec ou sans coulis pour ceux qui veulent pas mettre trop de sucre sur leur gâteau, avec ou sans sirop pour ceux qui veulent pas mettre autant de sucre que ce qu'on pourrait proposer. Voilà. En plus de ça, on a des épices qui servent aussi d'exhausteur de goût, parce que c'est surtout ça le sucre, c'est que c'est un exhausteur de goût. Il procure comme le sel. Voilà, comme le sel. Il procure le plaisir instantanément quand on le mange, et c'est un très bon conservateur aussi. Quand par exemple nos grands-mères faisaient des popotes de fruits à pain, c'est ce qui permettait de cristalliser, de conserver le fruit à pain. Donc là, on aura par exemple la cannelle. Quand on rajoute plus de cannelle dans une boisson, dans un plat, les saveurs remontent plus. On n'a pas besoin de mettre de sucre. On va avoir on sent la cannelle, mais effectivement, on utilise beaucoup la cannelle. Voilà. Et donc, c'est ça. On va tricher un petit peu comme ça en utilisant des épices, certaines plantes, des graines comme la cardamone, qui vont relever un peu les saveurs sans forcément compléter un sucre. Oui. Mais ça, c'est vraiment, on a fait un peu le tour. On va devoir se quitter bientôt. Donc j'ai envie d'inviter d'ailleurs les institutions, le rectorat, les mamans, les écoles à vous rapprocher donc de la banane pour faire des ateliers, pour justement travailler sur notre approche du goût en Guadeloupe, notre approche de l'alimentation. Je pense que c'est une question qui est militante. Quand on veut bien manger, il faut se soucier en fait de ce qu'on met dans son assiette, de lieu où on va manger. Et on a des restaurateurs aujourd'hui qui ont ces préoccupations. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce grand thème globavore, locavore? Oui, alors moi je voudrais dire, n'ayez pas peur. Il y a beaucoup de restaurateurs, et de plus en plus nombreux sur le territoire, à proposer des alternatives culinaires. En végétarien, vegan, végétalien, on est environ 14. On est tous disponibles sur les réseaux, donc on peut nous parler aussi sans souci. N'ayez pas peur. On peut trouver aujourd'hui en Guadeloupe de quoi bien manger. Anaïs? Pour ma part, dernier mot, c'est que c'est vrai qu'on a, pareil, dans la même logique de ne pas avoir peur,
soyez curieux, faites des tests chez vous. C'est vrai que on a tendance à avoir une seule façon de penser. J'ai toujours fait des haricots rouges comme ça, je les ferai toujours comme ça. Et ben aujourd'hui, on peut le manger en sucré aussi. Oui. Il faut essayer, il faut faire des tests. Et plus c'est naturel et plus c'est bon. Vraiment. Oui. La nature est vraiment bien faite. Plus ça fait du bien. Donc la nature est bien faite en Guadeloupe. Donc rapprochez-vous un peu de ces restaurateurs. On va remercier donc nos sponsors Amalgame Humaniste donc, qui vous propose cette émission, Voix Arc-en-Ciel, donc la ligne d'écoute LGBT. Également la ligne prévention suicide et on remercie l'Escale pour les jolies tenues et ici c'est Et moi création. Voilà, bonne soirée. Bonne soirée.